La sclérose en plaques. Alors, comme prérequis pour suivre cette capsule, nous vous conseillons de regarder donc l'examen neurologique central, la prise de tension, l'examen des nerfs crâniens et les réflexes ostéotendineux. Ensuite, vous pourrez mettre en lien cette capsule avec d'autres éléments que vous pourrez trouver dans ce SPOC. Alors, l'ostéopathe peut être amené à prendre en charge des patients qui viennent consulter pour des signes ou des symptômes qui sont spécifiques de cette phase de début de cette pathologie. Alors, donc vous devez en fait parfaitement connaître les signes et les symptômes de cette phase de début et toujours réaliser un examen neurologique approprié. Alors, comme généralité, euh, il faut savoir que la sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central et que la gaine de myéline constitue la cible du processus pathologique contrastant avec l'apparent respect de l'axone. C'est la dissociation axono-myélinique. Il en résulte une altération de la conduction de l'influx nerveux, expliquant les signes cliniques. Alors, la prévalence de cette maladie est de 25 à 60 pour 100 000 habitants. Les femmes sont plus souvent atteintes que les hommes, 60% versus 40. La maladie débute chez l'adulte jeune de 20 à 40 ans dans 70% des cas. Et l'étiologie de la sclérose en plaques semble impliquer des facteurs environnementaux et génétiques. La physiopathologie précise que la sclérose en plaques reste inconnue. Elle fait intervenir un mécanisme immunopathologique au sein du système nerveux central ciblant donc des antigènes de la myéline. Les plaques de démyélinisation sont situées dans toutes les zones myélinisées du système nerveux central. Donc on a dans les zones périventriculaires, les corps calleux, la moelle, le cervelet, etc. Et dans la majorité des cas, donc vraiment 85%, la sclérose en plaques évolue d'emblée par poussée, ce qu'on appelle les formes rémitantes. L'âge de début, jeune, le mode rémittent, un long délai entre les deux premières poussées, une névrite optique inaugurale semble plutôt être de meilleurs pronostics. Alors cette phase de début, alors les signes moteurs sont révélateurs de la maladie dans 40% des cas. On a une monoparésie, une paraparésie, une hémiparésie. Le patient décrit une gêne à type de lourdeur, une fatigabilité à l'effort ou une paralysie plus complète. L'examen clinique retrouve un syndrome pyramidal. Alors, la névrite optique rétrobulbaire. Alors, elle révèle la maladie dans un tiers des cas. Elle associe une baisse de l'acuité visuelle à une douleur périorbitaire. Les troubles sensitifs. Alors, ils sont les premières manifestations dans 20% des cas, donc ce n'est pas rare. Ils correspondent à des picotements, des fourmillements, une sensation d'hypoesthésie ou d'anesthésie. On peut avoir des douleurs, des décharges, des sensations de striction ou d'étau. La sensibilité profonde peut être atteinte avec une ataxie à la marche ou à la réalisation de certains gestes. L'antéflexion de la tête peut entraîner des décharges dans le rachis et les membres inférieurs ou dans les quatre membres, le signe de l'ermite. Ce qui est caractéristique mais qui n'est pas spécifique de la sclérose en plaques. Donc ça correspond à une plaque cervicale. L'atteinte des nerfs crâniens, donc, elle est plus rare, 10% des cas. On peut avoir une paralysie oculomotrice et un inconfort visuel par une atteinte des muscles oculomoteurs, les 3, 4, 6. On peut avoir une paralysie faciale périphérique par atteinte du 7, une névralgie faciale aussi par atteinte du 5. Voilà. Ensuite, l'atteinte cérébelleuse, elle est plus rare, elle est révélatrice de la maladie dans seulement 5% des cas. En général, elle est associée à un syndrome qui est pyramidal. Elle associe donc une démarche caractéristique et brieuse, des difficultés donc pour coordonner les mouvements, une dysarthrie, une difficulté pour articuler, et une hypotonie.